Salut tout le monde, vous écoutez le premier épisode du Abscast avec Vince. C'est le premier, ouais, parce que notre premier épisode précédemment, c'était plus un podcast d'introduction. Là, aujourd'hui, je vais vraiment parler de hockey, je vais vraiment me focus sur les deux derniers games, puis l'espèce de méchante fin de semaine qu'on a eu avec le combat de GSP, la game à Winnipeg, plus la game à Chicago. Deux victoires. Je vais commencer probablement à tous les podcasts, dans le fond, vu que je veux pas mettre vraiment d'annonce ou quoi que ce soit au début. Je vais juste faire des remerciements pour les gens qui m'ont fait des dons au courant des derniers jours ou quoi que ce soit. Fait que pour commencer, j'ai un de mes chums, Mathias, qui m'a donné. Puis je vais jamais révéler les montants. Là, je veux dire, je vais juste faire un petit shout-out pour le monde. Genre, mettons, je vais le poster sur le groupe aussi, là, sur Facebook à toutes les fois. Mais quand même, je veux vous remercier, là, la gang. Mathias Doré, que c'est un de mes bons chums, m'a donné mon temps. Mathieu Paré, j'ai Martin Boileau. Sir Burt, qui a un nom spécial sur Facebook. Mike Bertrand, bon, que je vais le rajouter encore parce qu'il m'avait donné ça en fin de semaine. Carl-Sébastien Saint-Denis, puis Gaëtan Marcheter, qui m'ont tous donné un petit montant pour en fin de semaine. Juste que vous le sachiez, tous ces montants-là, dans le fond, pour l'instant, moi, c'est sûr que j'ai eu à payer pour abstream.com. C'est pas un gros montant, mais quand même, faut que je l'absorbe. Puis en même temps, toutes les fois que je mets des podcasts, dans le fond, en fait, j'ai aussi un abonnement pour l'hébergement des audios de podcasts, dans le fond. Donc ça, c'est mon deuxième petit montant, mais en fait, je pense que ça va être probablement mes deux achats là, pour le projet pour l'instant, si on veut. Donc, vous contribuez tout à continuer à faire grandir le projet et tout. Puis moi, en même temps, ben, vous contribuez aussi à mon addiction de café. Fait que ça m'aide aussi. Fait que là, je vais aller directement là, dans le fond des choses. Là, je veux dire, les Canadiens ont joué deux très bonnes games en fin de semaine. Là. C'est vraiment encourageant à voir aller. Puis en plus, ben là, on l'a eu. Je vais commencer avec le méga combat de GSP là, pour briser la glace un peu, là, le UFC 217. C'était une soirée totalement. C'était malade comme soirée, là, personnellement. Des vraiment très très bas combats. Là. Je vais pas aller trop en détail, mettons, pour faire une petite analyse des autres combats. Là. Même si j'ai quand même été étonné là, du combat de Rose Namajunas qui a battu Jacek. En tout cas, c'était quand même un revirement. Toutes les ceintures se sont changées de main samedi soir. Fait que c'est vraiment excitant quand ça arrive. Je suis pas un gros fan de TJ Dillashaw, mais je veux dire, il a quand même donné un excellent combat. Puis il méritait sa chance là, contre Cody Garbrandt, que les deux ils ont vraiment une grosse rivalité, là, qui était dans le même gym il y a quelques années. Puis là, il y a un petit peu de trash talking entre les deux. Puis c'était un combat assez intense. Là, moi, je m'attendais pas à ce que Garbrandt perde ça. Je suis un fan de Garbrandt, là, personnellement, là, mais je veux dire, dans l'UFC, c'est le genre de choses que tu peux pas vraiment être un fan des fois d'un combattant parce que c'est comme inévitable qu'il va finir par perdre ou qu'il va vieillir ou ci ou ça. Je veux dire, c'est pas comme si tu prenais pour une équipe sportive puis qui interchange des pièces puis tu peux toujours continuer à te rallier un peu à ton équipe dans un sens. Au UFC, des fois, il faut que tu prends ça un peu avec des pincettes. Euh, mais là, c'est sûr que le combat de Georges, là, c'est plus personnel. C'est sûr quand c'est un Québécois qui est là, puis Georges, c'est une légende du UFC, puis c'est juste incroyable ce qu'il a fait, là, un gars qui vient du Québec, du Canada, puis qui a une énorme présence de même mondiale, puis c'est comme la superstar de ce sport-là, tu sais. Euh, Puis c'est sûr, c'est là, nous autres, j'ai quasiment perdu ma voix en fin de semaine. Là, GSP a commencé fort, là, il avait l'air en bonne shape, il avait l'air être dans le game, là, tu sais. Puis au deuxième, ça a commencé, là, on voyait qu'il commençait à s'essouffler, puis on dirait que l'adrénaline, elle avait baissé un peu. Fait que là, ça devenait un peu inquiétant, mais je me disais, bon, regarde, check, GSP, c'est un gars d'expérience, puis je veux dire, on va juste espérer qu'il t'offre la run dans un sens. Puis les combats du UFC, tout peut arriver. Fait que t'as beau être confiant, c'est plus dans ta tête dans un sens. C'est plus toi qui essaie de te convaincre que le gars il va bien, il va bien, il va bien. Mais le troisième, GSP, on dirait que son énergie, au lieu de dropper du premier au deuxième comme qu'il a fait, il a comme juste maintenu, on dirait, la même cadence. Puis c'est là qu'il y a eu son crochet de gauche, là.
sur Bisbing, puis là, tout de suite, Bisbing tombe à terre. Là, nous autres, on s'est levés à la maison, on gueulait comme des malades, tu sais, puis avec une coupe de petits sacs, puis ah ouais, cause à la gueule, puis finis-les, puis là, GSP est tombé dessus, puis let's go avec les coudes, puis tout, puis là, c'était comme, tu sais, juste un moment un peu surréaliste où ce que tout se passe au ralenti, puis on est en train de gueuler, puis on est tous à 2 pouces de la télé, tu sais, puis là, GSP take the back, puis là, il pogne en headlock, c'était assez hot, là. C'était un classique GSP finish, là, vraiment comme dans ces belles années. Là. Je pense que ça faisait comme 8 combats qui allaient à la décision. Là, une affaire de même 8-9 combats qui allaient à la décision. Fait qu'il n'y avait pas eu comme un finish. Fait que un TKO. Fait que c'était une grosse soirée de UFC, là, je veux dire. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Là, Dana White dit que GSP va rester à 185 livres avec la ceinture qu'il a présentement. Puis là, il y a Whittaker qui a la ceinture intérim. Mais là, il y a un gros combat de UFC qui s'en vient en Australie. Ça a déjà été annoncé. Puis Whittaker, c'est un Australien, si je me souviens bien. Ou un Néo-Zélandais. Non, je pense que c'est un Australien. Fait que c'est un peu comme écrit dans le ciel que c'est probablement sa carte à lui. Là. Je pense pas que GSP va aller se battre là-bas tout de suite. Mais là, c'est à voir qu'est-ce qui va arriver avec GSP éventuellement. Puis comme je parlais un peu... le dernier podcast, ben là, tu sais, GSP, c'est possible qu'il puisse descendre de poids un combat, puis essayer d'aller rejoindre Conor McGregor. Là, je vais pas partir avec les statistiques ou les cartes de poids. Il faudrait que j'aille checker vite. Là, je les ai pas off my head, là, malheureusement, mais GSP et Conor McGregor sont à peu près à une ou deux catégories de poids de différence, mais ils pourraient se rejoindre à un certain moment donné. GSP était à 165 livres précédemment avec son ancienne ceinture. Fait que en tout cas, GSP pourrait peut-être changer de catégorie de poids là, où on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Canadien à Winnipeg, c'était un gros comeback là, du Canadien vraiment. Là. Quand c'était à 4-2, le Canadien s'est fait compter leurs 2 goals. Là, c'était. Je commençais à se gratter la tête. On va-tu encore voir le Canadien s'écraser? Puis non, ça a été un comeback. Puis je veux dire, il faut donner crédit un peu à des gars comme Gallagher, là, que c'est la bougie d'allumage en ce moment avec le Canadien. Là, je veux dire, il joue vraiment des grosses games. Puis il y a Shaw aussi, il joue aussi pas mal des grosses games. Là, cette game-là, à Winnipeg, 2 buts. Patch, il y a eu une grosse game aussi, il faut se le donner, là, avec 3 points à powerplay, plus un game winning goal en prolongation. Puis c'était quand même son premier point ou son premier goal depuis 39 games en powerplay. Là, fait que c'est à peu près temps qu'il débouche, mais c'est correct. Là, je veux dire, c'est le genre de gars, des scoreurs de même, c'est souvent par séquence. Là, fait que là, on a besoin d'une séquence. Puis je veux dire, ils ont été chanceux de pas pogner de punition, là, pareil, là, sur le but en overtime, là, quand Patch est allé comme un peu bumper Bufflin dans le coin, puis on dirait parce que c'était un peu un jeu bizarre, là, puis le Canadien s'en est bien sorti. Drouin et Galchenyuk, ça a été de la magie toute la game. Les deux, on dirait qu'ils sont contents de jouer ensemble, ils se complètent bien. Galchenyuk a provoqué la punition en prolongation. Puis après ça, c'est lui qui a fait la petite saucer pass à Patch en avant du net. Là, je veux dire, c'était quand même un beau petit setup là, de Galchenyuk. Puis, je veux dire, Galchenyuk, là, faut pas abandonner. Là. Ce gars-là, là, il a du talent, il est gros, il a une shot. Je veux dire, on le voit dans les 2 derniers games, justement, contre les Hawks puis Winnipeg, on dirait qu'il prend de la glace, il patine, il se donne une liberté un peu d'essayer de contrôler la rondelle un peu plus comme Drouin fait. Puis les deux, je trouve qu'ils se complètent vraiment, vraiment bien là, avec Lekonen. Puis à quelque part, je veux dire, Lekonen, on peut swapper probablement quelqu'un d'autre sur cette ligne-là, genre un Byron ou de quoi de même, là, pour comme donner de l'énergie à Drouin et à Galchenyuk pour vraiment leur laisser la liberté de profiter de leur talent offensif. Là, parce que je pense que ça, c'est vraiment un combo qui peut marcher vraiment, vraiment bien. Je pense que on peut vraiment parler là, de plus, pas des combos, mais de plus des duos. Là. En ce moment, là, c'est vraiment comme Dano Patch qui se complète bien. Puis je pense aussi que Shaw avec ces 2 gars-là, ça se complète bien aussi. Là, fait que je mettrais peut-être ça de même. En tout cas, ça, c'est pour les histoires de ligne, souvent, je veux dire, je vais pas rentrer dans le coaching, des affaires dans le même. Là, je veux dire, je laisse plus la liberté à Claude Julien de
de coacher son banc dans un sens. Là, je ne vais pas nécessairement tout le temps critiquer ses lignes dans un sens. Là. Surtout quand ça va bien. Mais tu sais, comme des histoires comme quand que Byron puis Plecky est en sa glace en début de prolongation, j'étais là, non, ils vont pas encore faire ça comme la game à Toronto qu'on s'est fait poter, tu sais. Mais ça a quand même bien fini. Là. C'est pas que j'ai pas. C'est pas que j'ai un manque de confiance en Plecky et en Byron, mais j'ai comme tout le monde dire que tu combats le feu par le feu en prolongation à 3 contre 3, mettre tes meilleurs joueurs sur la glace. Puis si je me souviens bien, ça a quand même pris un certain temps avant que Galchenyuk et Drouin embarquent sur la glace. Moi, c'est ces deux gars-là, j'aurais commencé la période avec. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Canadien 50 shots, fait que c'est pas négligeable encore. Le Canadien, je pense que ça fait quasiment 6 games, je pense, cette année, qui ont au-dessus de 40 shots. Je pense que à RDS, j'avais vu ça, il y avait une stat qui avait popé en fin de semaine. Il faut vraiment jouer avec plus de grip, là, aller dans les coins, aller chercher les pucks, faut qu'ils gagnent leur combat un contre un. Les derniers games, ça a quand même allé assez bien. En défensive, des fois, ça cafouille, mais tranquillement, mais sûrement, ça commence à se replacer. Ça, c'est une affaire que je vais aborder tantôt là, pour la game des Hawks aussi, là, parce que le temps de jeu, Claude Julien coupe son bal en ce moment. Là. Il veut vraiment, il joue pour gagner. Je veux dire, on joue à 3 lignes d'avant. La 4e prend même pas 10 minutes par game. Là. McCarron, Delarose, même Hudon. Là, lui, Hudon, il est blessé. Mais même de Hudon, la dernière game contre Winnipeg, je pense pas qu'il y avait eu un beaucoup de temps de glace. Puis même à défensive, là, je veux dire, mettez... Claude Julien semble vouloir le protéger un peu. Là. C'est correct comme ça. Ça, Mété aussi, c'est une autre affaire. Là, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui se continuent comme Yamamoto avec les Oilers qui s'est fait renvoyer dans le junior. Yamamoto. Puis c'est le genre de situation qui peut arriver parce qu'il y a comme règlement que si tu joues 40 games professionnels, tu perds une année d'éligibilité aux agents libres. Fait que ça pourrait que peut-être Mété, d'ici 40 games, peut-être Canadiens vont le renvoyer, mais je pense pas, là, je pense qu'ils vont vouloir le toffer le plus longtemps possible. Puis il joue quand même bien le Mété, c'est pas ça le problème, là, c'est juste que des fois, une fois de temps en temps, c'est sûr que ça va le beat de jeu va arriver vite. Fait que faut le ménager un peu. Puis aussi, je veux dire, au niveau de, juste la mentalité de, les gars, faut qu'ils aillent au net, là, je veux dire, c'est une affaire que je trouve que les Canadiens, au niveau du jeu dans les dernières semaines, là, c'est une affaire je trouve qui a manqué beaucoup. Malgré le fait qu'on tire beaucoup au net, c'est beaucoup des tirs en périphérie. Il n'y a personne qui drive le net, il n'y a personne qui chip des pucks, des trucs comme ça, comme Shaw, Dano, Gallagher le font. Fait que là, on dirait que ça arrive un peu plus. Fait que c'est bon à voir. Là. Je veux dire, on dirait que l'équipe est un peu plus soudée, est un peu plus unie. Justement, j'ai entendu que l'équipe au complet sont allés manger ensemble à Winnipeg avant la game. Puis, on sent que les leaders dans l'équipe, les Weber, les Patch, ils se lèvent, les Gallagher, les Plecky. J'ai comme l'impression que les vétérans commencent à prendre leur place un peu. À défense, Petrie, Halsner, ça m'inquiète un peu. Ben aussi. Puis ils commencent, on dirait, en tout cas dans les 2 derniers matchs, là, ça semble aller bien. Fait que c'est un peu encourageant. Pour la game des Hawks, écoute, ça a été vraiment comment je pourrais dire, un résultat inattendu parce que moi je m'attendais pas vraiment à voir Canadien sortir avec cette victoire-là, là, mais pas en tout. La dernière victoire du Canadien, c'était le 27 février 2002. Puis là, pour le fun, j'ai comme ressorti la liste, le game match de cette saison-là. C'était en 2001-2002. Puis, Canadien fait Yann Boulis, il a fait 2 points cette game-là. Puis là, je vois des noms. Moi, là, c'est ces années-là que j'ai commencé à suivre le Canadien. Là, puis c'est comme je disais au premier podcast, j'ai 26. Fait que je suis né en 91. Mais là, tu sais, un Aaron Asham, Sergei Berezin, Patrice Brisebois, évidemment, qui était là dans le temps, Yann Boulis, Andreas Dackel, Cal Dykhouse, Doug Gilmour, Joey Junot, Chad Kilger, Markov qui était là, Yannick Perrault, Oleg Petrov. Puis d'ailleurs, Oleg Petrov, il habite encore à Montréal. J'avais lu un article dans la presse, le pas long, parce que moi, j'arrête pas de niaiser qu'Oleg Petrov, c'est un peu comme mon Lyle O'Deline, le nom Nowhere, que j'aime ça name drop là, quand que je fais un pool ou whatever, tu sais. Puis
Mais Oleg Petrov, étonnamment, il est encore à Montréal. Puis je pense qu'il coach du hockey ou quelque chose comme ça. Faudrait que j'aille revoir. Mais je sais qu'il habite à Laval, je pense. Une affaire dans le même. Stéphane Quintal, Mike Ribeiro, Craig Rivet, Patrick Traverse, Sean Van Halen, puis Richard Zetnik. Puis on avait Jeff Hackett d'Angle. Fait que c'était ça, c'était pas nos plus belles années, mais pas en tout. Puis Koivu, il jouait pas. Fait que c'était-tu dans ces années de son cancer, ça? Hmm. J'étais jeune, j'avais 11 ans. Là, faudrait que je recheck mes affaires. Là. Je fais juste checker le line-up vite. Puis même, écoute, les Blackhawks, là, c'était pas profond non plus. Là, on s'entend dans le temps. Là, dans le temps d'Éric Dazé. Puis Tony Amonte. Fait que c'était des belles. C'était pas des plus grosses. Ah, ou Jocelyn Thibault des nets avec les Hawks. Je me souvenais pas de ça. Parce que c'était juste pour le fun de comme se remémorer nos belles années. Le Canadien avait pas une. Le Canadien avait pas une belle fiche cette année, là. C'était vraiment horrible. Fait que ouais, vraiment là, à Chicago, là, c'est pas facile de gagner là, on s'entend. Là, je veux dire, les Hawks, c'est les Hawks, là, on sait ce qu'ils sont capables de faire, ils ont de la profondeur. Puis Lindgren des net, fait que là, c'était comme un peu intéressant de voir ça aller. Là, je veux dire, Carey qui est blessé en ce moment. Drouin puis Galchenyuk, ça a été vraiment encore une fois là, genre un duo qui a provoqué des choses. Là, les deux ensemble, c'est efficace. Là, encore une fois, là, je trouve que ces deux gars-là, ça se complète vraiment, vraiment bien. Ces deux gars, d'après moi, c'est nos deux gars les plus talentueux à l'avant, là, hors de tout doute. Là, je pense que c'est assez clair. Là. Puis justement, les deux, on dirait que il se voit sa glace. Drouin, je veux dire, il est tellement playmaker qu'il peut trouver Galchenyuk. Puis vraiment, là, Galchenyuk, on dirait qu'il joue mieux quand il est fâché dans un sens. Quand il est comme dans une petite zone confortable, ou je sais pas, on dirait, ce gars-là, il faut qu'il ait le feu au cul pour qu'il soit capable de produire. Il faut qu'il bouge ses pieds. Puis on dirait que Drouin, sa rapidité, puis le fait que c'est comme on dit, prend une compétition à l'interne de savoir c'est qui le meilleur dans l'équipe. Là, ces gars-là, ils tiennent vraiment à ça dans un sens. Là, essayer de prouver à l'autre qui est meilleur. Puis si ces deux gars-là, qui sont ces deux jeunes avants vraiment talentueux, là, si ces deux gars-là sont capables de se trouver, ça va vraiment faire des flamèches. Puis moi, ce que je trouve un peu weird dans un sens, par exemple, c'est que moi, personnellement, Galchenyuk, c'est un joueur de centre. Là. Je sais qu'il est pas super efficace dans sa zone, mais il faut lui donner le temps, il faut lui laisser le temps de s'exprimer offensivement, puis travailler sur les petits détails défensifs, puis travailler sur les face-offs. Parce que tu vois, moi, personnellement, Drouin, oui, il fait une bonne job, j'ai rien contre Joe, mais dans un autre sens, parce que ça le limite à prendre plus de place à la glace, puis on dirait que à l'aile, c'est un peu comme son bureau, fait que je verrais plus Joe Drouin à jouer à l'aile, puis feeder Galchenyuk au centre, ou en tout cas, je sais pas. Puis sur les face-off, Drouin, il est pas top en ce moment, fait que c'est un peu dur, là, des fois, quand tu joues contre les premières lignes, l'autre bord, des tases, puis prendre des face-off, c'est pas tout le temps évident. Plecky, il a eu quand même une pas pire game. À l'antichambre, il highlightait le fait que Plecky avait eu 79% de réussite sur ses face-offs contre les Hawks. Fait que c'est sûr que quand tu commences chacun de tes jeux, possession de rondelle, chacun des face-offs avec la rondelle, ça l'aide, là, on s'entend. Là. Je veux dire, sinon tu cours après le puck. Puis on dirait que les Canadiens ont vraiment été capables de prendre possession de la rondelle assez souvent dans ce game-là contre les Hawks. Dano, 62% c'est face-off. Fait que déjà là, deux centres que on s'attend quand même à ce que du moins qu'ils puissent nous donner un certain rendement de ce côté-là. Fait que c'est le genre de choses qui sont encourageantes parce que quand même depuis le début de l'année, Canadien, c'est face-off, ça n'a pas été notre tasse de thé, mais pas en tout. C'est un peu difficile. Fait que ça, puis ça a été quand même, comme tu sais, je veux dire, pour ces deux gars-là, pareil, le hall des face-off, le Dano puis Plecky, ça a été quand même une grosse game pour eux autres. Overall, l'équipe, je veux dire, elle a quand même bien joué, là, je veux dire. Puis je devrais peut-être faire ça toutes les semaines, là, de me donner comme une espèce de petit ranking ou une espèce de petit classement de la semaine, là, avec comme des notes sur chacun des joueurs. Puis comme ça, vous pourrez peut-être me revenir là-dessus puis me dire, hey, ton classement cette semaine, moi, je mets A à tel joueur ou B à tel joueur, puis on peut en débattre. Puis c'est vraiment le genre d'affaire que, je vais essayer d'incorporer un peu plus de trucs de la page Facebook du groupe.
Puis, tu sais, je veux pas non plus faire ça tout seul, là. Je veux dire, j'ai quelques de mes chums que, justement, suite au premier épisode, puis le fait que j'ai publié ça en ligne, sont pas mal tous venus m'écrire sur Facebook. Ils m'ont dit, hey Vince, tu sais, quand t'as besoin d'aide, tu me le diras, on va faire une petite soirée ou de quoi de même. Fait que je vais probablement préparer ça éventuellement, là. Je sais pas si on va faire comme des après-matchs puis des trucs comme ça, parce que quand même, je pense que la plupart du monde écoute l'antichambre ou Run ou quoi de même. Mais je veux dire, je me limite pas non plus à ça. Là. On va peut-être faire moi, il y a un de mes chums qui me l'a proposé. Il m'a dit, tu veux pas faire comme un Facebook Live ou quelque chose comme ça. Fait que je vais essayer de voir ce qu'on va faire avec ça. Euh, mais ouais, pour revenir sur la game des Hawks, là, je me perds un peu. Mais non, grosse game du Canadien, vraiment. Là, puis Lindgren, il a été solide, là, on s'entend, là, je veux dire, faut pas se le cacher. Là. Montoya a joué une bonne game à Winnipeg, là, faut pas l'enlever quand même s'il a échappé une coupe, mais il a été solide au bon moment quand le Canadien voulait revenir dans le match. Là. Fait que Montoya, je veux dire, comme deuxième gardien, Montoya, c'est pas vraiment un problème. Là. Puis surtout que l'année passée, il y a eu une bonne saison aussi. Fait que au début de l'année, quand il y avait du monde qui disait oh, Lindgren il devrait jouer en arrière de Carey, puis tout, c'est pas vraiment la logique. Là. C'est pas, tu veux que Lindgren voit le plus de rubber possible à Laval, puis qui prend en confiance, puis que justement un gardien dans la Ligue américaine qui est dominant pendant plusieurs saisons, ça a une certaine valeur sur le marché. Dans un certain sens, là, quand le gars a un certain potentiel. Mais il ne faut pas non plus capoter avec ça. Là. Je dis, j'en entends là, déjà que tout de suite, quand ça va pas bien, il se lance à l'eau là, tout de suite. Là, il se lance en dehors du bateau. Là. Fait que là, c'est comme on échange Carey, puis Lindgren, c'est notre premier, c'est notre futur. Là. Wow, là, s'il vous plaît. Là. Puis Lindgren, éventuellement, il va rentrer dans le. Il va backer Carey, puis il va prendre de la valeur. Puis c'est un peu comme Talbot, probablement de. Qu'est-ce qui était Cam Talbot avec les Rangers là, une couple d'années, quand il était en arrière de Lundqvist. Puis je veux dire, Lundqvist, il est beaucoup plus vieux que Carey. Là, fait que je veux dire, Carey a encore des bonnes années devant lui. Fait que c'est pas le même genre de situation. Là, fait que Lindgren, s'il il donne des bonnes performances, ben son nom va passer plus souvent dans la ligue. Puis les scouts vont s'intéresser un peu plus à lui. Puis je pense que quand même, c'est déjà parti. Là, je veux dire, c'est quand même un gardien, un jeune gardien qui est en train de monter présentement, qui attire l'attention un peu là, chez les scouts. Si je cherche le mot en français, là, je l'ai pas au top de ma tête, les gars du repérage. Fait que, ouais, mais Lindgren, vraiment une grosse performance. À un moment donné, en début de deuxième, là, 15 minutes, là, 29 les shots pour les Hawks. Fait que même si les Canadiens ont joué une très 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 bonne game, les Hawks, je veux dire, c'est une puissance offensive, fait qu'ils mitraillaient Lindgren pas à peu près. Puis il y a vraiment blanchissage, là, fait, je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Il y a eu des gros saves tout le long de la game. Puis surtout en fin de game, là, je veux dire, quand je me souviens, je sais que sur Richard Panic, là, entre autres, là, il restait peut-être une ou deux minutes à la game, là, protéger son blanchissage. Puis Panic a un peu tiré là, à la droite de Lindgren, mais à sa gauche à lui, là, puis ça a frappé Lindgren sur son mouvement, mais c'était quand même un bel arrêt, là, puis je veux dire, il y a eu plusieurs gros arènes même, là, des one-timers, où là, j'étais comme, oh non, ça va être dangereux, là, comme une fois sur deux, même, pas mal plus régulièrement que ça, c'est un goal, là, des one-timers cross-size, des passes cross-size avec un one-timer, puis là, bon, Lindgren faisait le déplacement puis ça le frappait. Lindgren, il se bat là, dans le net, là, il abandonne jamais. Puis même qu'il y a un bout, à un moment donné, j'ai rarement vu ça avec un gardien. Il était tellement hors position dans son net, le puck était en arrière de lui, puis il a littéralement essayé de bloquer la rondelle avec son dos. Il était placé en position, il était de dos dans son net. En tout cas, c'était vraiment bizarre comme moment. Là. J'ai rarement vu ça, un gardien faire ça. Là. Puis il l'a vraiment fait de manière à ce qu'il s'est dit ben là, moi je peux pas me revirer de bord, j'aurais pas le temps, faut que je me mette dos, ça va être plus vite. Puis les gardiens ont pas de protection en arrière, là, c'est juste des straps, puis t'as un plastron en avant, là, fait que y a pas de protection en arrière, là, si tu manges le puck dans le dos, ça te pogne dessus, là, fait que le gars il a du chien, il se bat tout le temps, puis il semble quand même un gros gars, puis je veux dire, il y a une popée technique, puis c'est pas une mauvaise chose qu'au pire il passe un peu de temps avec Stéphane Waite à Montréal pour travailler un peu sur des petits détails, des choses comme ça. Mais je suis convaincu quand même que le Canadien doit d'une manière ou d'une autre, envoyer Stéphane à Laval peut-être une fois de temps en temps pour travailler avec. Là. Je sais pas comment ça marche. Là. Je dis ça de même sans aucune source, là, mais quand même, là, ça serait la logique que le Canadien le fasse, là, parce que ce gars-là il a quand même un certain potentiel.
Ça, c'est certain. Là. Mais je pense pas que c'est le futur à Montréal ou quoi que ce soit, là, si on s'entend. Là. Euh, d'autres petites mentions honorables. Joe Morrow, quand même, une bonne game. Je veux dire, il a pas joué énormément de minutes, Joe Morrow. Là, je pense qu'il a joué une dizaine de minutes contre les Hawks. Un but, une passe. Fait que quand même, là, je veux dire. Puis, son but, ça a quand même fait mal aux Hawks. Là, je veux dire, c'était un 1-0 canadien. Puis, deuxième but, Sean avant du but. Que, je sais pas s'il il a touché, mais en tout cas, il était à la bonne place pour couvrir devant Crawford. Puis ça a vraiment, on dirait que ça a un peu fait mal aux Hawks. Là, puis là, je sais pas combien de temps il restait en troisième quand c'était arrivé, mais ça permettait aux Canadiens de se mettre en bonne position pour sortir avec une victoire. Là, fait que c'était vraiment encourageant. Puis overall, l'équipe en ce moment, en tout cas, je trouve qu'en défensive, là, je veux dire, Alzner commence à se placer. Petrie, il y a eu des mauvais flashs contre Winnipeg, là, on s'entend, où il a cafouillé, mais il s'est rattrapé après que le quatrième goal. Fait que ça, c'est quand même, on va y pardonner. Jordy Ben, il joue quand même très très bien, là, je veux dire, ben très très bien. Il joue quand même sa game, là, je veux dire, pour une troisième paire, c'est correct. Chez Weber, là, je veux dire, chez Weber, on s'entend, c'est un général, là, ça n'a aucun sens, là, ce gars-là, les jeux qu'il fait, autant dans sa zone qu'en zone offensive, je veux dire, son slap shot, on n'a pas besoin d'en parler, là, je veux dire, c'est un des meilleurs dans la ligue, ou le meilleur, là, les gars, ils en ont peur. Mais il fait beaucoup de jeux à la ligne bleue adverse où il va juste taper le puck, il va juste faire un petit poke check au bon moment pour garder le puck en dedans de la zone. Ça arrive assez souvent. Puis étrangement, je le remarque, puis c'est tout le temps Weber. Weber, il vient tout le temps couper des jeux comme ça. Fait que non, Weber, là, c'est vraiment un général. Là, il joue des grosses minutes. Il joue 30 minutes par game. Je veux dire que Claude Julien le ménage pas. Là, je veux dire, on est tellement en situation en ce moment qu'il faut qu'on gagne des games que je veux dire, ça prend un petit peu de sens en ce moment qu'il coupe son banc puis c'est comme si on jouait en playoff. Là, fait que faut qu'on prenne en confiance puis faut que ça continue à aller dans cette direction-là. Le Canadien ce soir, on est mardi quand j'enregistre le podcast. Le Canadien va jouer dans quelques heures contre les Golden Knights de Vegas. Puis les Canadiens vont avoir une séquence quand même de 6 matchs à domicile. Là. C'est la plus longue séquence à la maison cette année. Fait que ça va probablement permettre peut-être aux gars de soigner des petites blessures puis de justement prendre en confiance. Là, je veux dire, comme s'inspirer un peu de la foule puis de jouer du hockey inspiré puis comme qu'ils ont fait justement pendant ce petit voyage-là. Parce que les Canadiens, il ne faut pas se le cacher, ils sont quand même 4-1 depuis les 5 dernières games. Fait qu'ils ont quand même, à part la game à Minnesota, parce que ça a été coup-ci coup-ça, mais je veux dire... quand même, Minnesota a quand même eu un bon effort. Là. Je veux dire, ce qui arrive depuis le début de l'année canadien, ce que je trouve un peu weird, c'est que il joue bien, il mitraille le gardien, mais bad bounce, ils ont quelques minutes où c'est deux buts back-à-back rapides, il s'écroule rapidement, c'est weird. Comme je disais, c'est une équipe un peu bipolaire, là. C'est ça qui est un peu dur à suivre, mais au moins ils sont revenus en fin de semaine, puis on sent que le chien n'est pas mort. Okay? Les gars ils veulent, puis c'est juste une question d'enligner une coupe de victoires de suite, puis je veux dire, Toronto a commencé avec un gros début de saison, puis on est à quelques points là, de Toronto. Là, je check le classement, là, mais on n'est pas super loin de certaines. D'une place en playoff, c'est sûr, il faut qu'on se garde en tête. Là, le but, c'est pas nécessairement de finir avec 114 points cette année. Là, on veut juste faire les playoffs. Là, fait que, puis une fois que tu as ton ticket en playoff, ben, tout peut arriver. Fait que, puis là, les Canadiens sont à 2, sont quand même, bon, là, sont à 5 points des Leafs, puis 4 points d'Ottawa, là, mais je veux dire qu'ils sont à 4 points d'une place en playoff présentement. Les Canadiens sont 6-8-1 avec 13 points en ce moment. Puis, je veux dire, s'ils voudraient se qualifier pour le wild card, ça leur prendrait en ce moment 17 points. Donc, c'est sûr, on est en début de saison. Là. Mais je considère que le Canadien, c'est une équipe de playoff. Là, puis, si Carey peut revenir en santé ou peut revenir à un niveau ce qui est normalement, bon, on peut aller loin d'après moi. Puis, bon, là, c'est sûr qu'en ce moment, il joue pas, mais au moins, on a un bon rendement de nos deux gardiens. Là. Puis, là, Lindgren, c'est vraiment intéressant à voir aller là, parce que avec le blanchissage qu'il nous a donné, puis qui quand même, il est 4 victoires, 0 défaites depuis qu'il est rentré dans la ligue. Contre les Hawks, il a quand même eu 38 saves, là, fait que c'est pas 38 saves, des bons shots d'après moi, puis il y a des joueurs de qualité l'autre bord, hein, fait que ça c'est sûr que c'est à mettre dans son CV. Puis je vois pour justement pour toute le fin de semaine là, d'après moi là, les grosses
les gros noms là, qu'il faut garder en tête là, qui ont donné vraiment des gros matchs, là, c'est Shaw, vraiment là, en premier. Gallagher aussi. Ça, c'est vraiment nos deux bougies d'allumage. Chucky avec Drouin ensemble, ça c'est du feu là, je veux dire, ça peut nous donner vraiment une bonne première ligne, là, un bon premier duo. Weber, c'est inévitable comme je le disais, c'est vraiment notre pilier à défense. Solide Weber encore en fin de semaine. Philippe Dano aussi, c'est vraiment Dano là, c'est vraiment cool à voir aller parce qu'il travaille puis c'est un. Idéalement, Dano, ça serait un joueur de troisième centre, mais en ce moment, il se slot plus plus pour devenir un deuxième avec nous autres. Puis c'est correct de même parce qu'il se donne, il contrôle bien la rondelle, il va dans les coins. On dirait que lui et Patch s'entendent bien. Je veux dire, c'est un petit Patch on dirait que il a jamais joué avec des bons joueurs de centre, mais dans le temps qu'il jouait avec Desharnais, les deux ils se trouvaient. Desharnais complétait tellement bien Patch. Parce que la vision de Desharnais puis ses passes, c'était une de ses forces. Fait que Patch avait tout le temps l'opportunité un peu d'aller s'isoler à quelque part puis de cocher quand Desharnais le trouvait. Fait qu'on dirait que Dano, c'est un peu le même genre de situation, mais c'est pas des jeux qui sont fancy, c'est vraiment du dirty play, puis Dano, il va chercher le puck, puis il lâche jamais, là, puis il est quand même gros Dano, là. Il a des bonnes mains, il est rapide, puis il joue bien au centre, fait que, c'est un Québécois, là, fait que tu peux pas vraiment demander mieux que Phil Dano, là. Puis, pour ce qu'on a eu pour Dano, on l'a eu dans l'échange de Fleischmann puis Weiss, il y a une couple d'années. Fait que ça a été un bon échange de Marc Bergevin. C'est un choix de première ronde quand même. Puis Marc savait ce qu'il allait chercher parce qu'il était dans l'organisation des Hawks avant. Fait que puis il l'a vu un peu se développer avec les Hawks. Puis il a probablement fait partie du groupe qui l'a repêché aussi là, à l'époque. Là, si je me souviens bien, Bergevin il était assistant DG. Fait que il a quand même fait partie des décisions au niveau du draft à cette époque-là. Fait que moi, Dano, je suis fan, là, je veux dire, c'est le genre de gars qui se donne à tous les soirs, puis tu vois vraiment qu'il veut, là, tu sais, fait que ça, c'est le genre d'affaire que, même s'il y a des games, des fois, que ça, dans l'ensemble, le puck bounce pas, le puck lock, comme qu'ils disent des fois, là, c'est une chose qui existe plus ou moins, mais c'est quand même vrai, là, je veux dire, dans n'importe quel sport, des fois, t'es juste pas chanceux, ça arrive de même des fois. Mais Dano, lui, il crée sa chance, là, vraiment. Là, je veux dire, même si Canadien joue pas nécessairement une bonne game, ou si bon, c'est un résultat un peu décevant, mais Dano, il figure tout le temps dans les noms que tu peux dire Dano, il a joué une bonne game. Puis c'est ça qu'on veut de promettre tous nos joueurs dans un sens. Je veux dire, si on maintient un certain rendement d'effort, mais je veux dire, Canadien, c'est pas l'équipe la plus talentueuse dans la ligue, là, fait que c'est une équipe, faut qu'il grind. Fait que faut que tu donnes un rendement, puis un effort constant à tous les games, puis il faut que tu ailles chercher le plus de points possible parce que c'est pas une équipe de top classement d'après moi. C'est sûr que Carey, s'il est en bonne forme, oui, on peut l'être, mais sinon, Canadien, c'est vraiment une équipe de grinder, là, dans un sens. Puis il faut qu'on profite de nos petits bounces, puis il faut qu'on profite de notre talent, le peu de talent offensif qu'on a un peu dans un sens, là. En Galchenyuk, en Drouin, en Patch, des gars comme Lekonen. Je veux dire, c'est quand même nos gars qui sont offensifs là, dans l'équipe. Puis je veux dire, il faut pas non plus négliger de Byron. Byron, à un moment donné, il va falloir qu'on considère que ce gars-là, s'il continue à aligner des saisons je sais pas, Byron il a eu quoi, 40 points l'année passée, je me souviens plus, une affaire dans le même. En tout cas, Byron donne vraiment un rendement au-dessus de ce qu'on peut espérer là, pour un gars, surtout qu'on a ramassé sur le balotage. Fait que c'est un autre joueur qui contribue offensivement. Puis on veut que nos deux dernières lignes contribuent un peu le plus possible, justement. C'est ça qui va faire la différence avec Canadien, vraiment. Là, je veux dire, il faut qu'on soit capable d'étaler notre talent dans un sens sur toutes nos lignes. Puis être capable de profiter des bounces comme ça. Parce qu'on s'entend-tu dans la ligne nationale, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu matches les lignes, des trucs comme ça. Fait faut qu'on soit capable de profiter de ces situations-là. Est-ce qu'on peut peut-être envoyer notre troisième ligne qui patine justement un peu plus ou des trucs comme ça. Fait que bon, c'est le genre de petits trucs comme qu'il faut falloir qu'au fur et à mesure Canadien commence à se donner un mindset c'est quoi les rôles de chacun de nos joueurs, les deux dernières lignes principalement. Je pense à des gars comme McCarron, Delarose, Mitchell.
c'est des gars de même qu'il va falloir qu'on essaie de figure out un peu s'ils sont là pour rester ou non. En tout cas, d'ici la fin de la saison. Là, je parle pas nécessairement des échangés, mais surtout de la Rose puis McCarron, c'est quand même deux jeunes en développement. Fait que ça peut prendre encore un peu de temps, surtout pour McCarron. De la Rose, il joue quand même bien. Mais McCarron, bien souvent, il est comme invisible, le gars. Là, fait que ça y prend encore de la vitesse, puis il faut qu'il travaille sur son patin, ça c'est clair, là, parce qu'on dirait que des fois il est juste tout le temps en retard ses jeux, il est pas capable de s'impliquer physiquement, puis même s'il est super gros le gars, mais il a pas une présence vraiment dans le game, là. Il va se faire bumper par des gars beaucoup plus petits que lui, ben souvent, fait que ça c'est le genre d'affaire que bon, on va espérer que McCarron se développe, il faut le garder le plus longtemps à Montréal que possible, mais à un moment donné il va falloir que Bergevin prenne des décisions, ça c'est sûr, là, parce qu'il faut qu'on compte sur 4 lignes quand même. Parce que présentement, le Canadien joue à 3 lignes. Là. Je veux dire, si vous allez voir le temps de glace, présentement, là, je veux dire, il y a vraiment une nette différence entre nos 3 premières lignes et la quatrième. La quatrième, elle joue à peine. De la Rose puis McCarron, je pense qu'ils ont à peine joué 7, 8, 9 minutes, même pas 10 minutes. Puis je pense qu'il y avait Mitchell qui avait joué une dizaine de minutes là, parce qu'il joue en deep play. Puis des fois, je pense qu'il l'envoie sur des face-off. Mais Mitchell, il n'a pas été solide en fin de semaine, je pense, sur des face-off non plus. Fait que je pense que Julien comptait plus sur Plecky et Dano pendant ces situations-là là, parce que les deux ils ont vraiment été excellents là-dessus. Puis c'est la même affaire en défensive. Là, on roule vraiment à 2 paires de défense, à 4 défenseurs. Là, je veux dire, Morrow a joué même pas 10 minutes. Puis Mété avec. Puis pendant ce temps-là, t'as Weber qui en joue 30. Puis t'as Jordy Ben qui en prend 22. Puis Alzner qui en prend 25. Puis Petrie aussi. Fait que c'est sûr qu'il compte sur ses vétérans. Mais ces gars-là, je veux dire, en même temps, faut falloir qu'on essaie de balancer puis ménager un peu plus les minutes. Là. Claude Julien le dit en conférence de presse que ouais, il fait jouer Wiché pas mal, ouais, mais il veut quand même que ses autres défenseurs commencent à prendre un peu plus en confiance puis soient capables d'absorber les minutes parce que oui, effectivement, il aimerait ça diminuer le temps de jeu à Weber là, parce que c'est sûr que si on se rend en playoff à la fin de l'année, il t'offrira pas, là, je veux dire, il va commencer à être un peu fatigué le gars. Là. Mais quand même pas jeune, Weber est dans la trentaine, fait que c'est le genre de choses que Claude Julien va falloir qu'il commence à penser un peu à limiter son banc, mais là présentement on joue pour gagner, là. Ça c'est clair, là, faut qu'on se donne en confiance, puis faut qu'on commence à aligner des victoires. Fait que ouais, l'équipe vraiment elle prend confiance en ce moment, fait que là pour le match de ce soir contre les Golden Knights, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Je veux dire, les Knights c'est quand même une équipe qui a du grip, puis ils ont un bon début de saison, malgré le fait que là, ils ont perdu, ils sont rendus à goal, ils ont comme leur 4e goaler, là, c'est Maxime Lagacé qui goal, qui est un goaler de la East Coast League, qui est en bas de la Ligue américaine, on s'entend, là, fait que c'est vraiment pas une situation idéale pour eux autres, mais ils scorent, ils ont du grip, c'est une équipe on dirait qui essaie de se créer une image vraiment de team toughness, là, comme Carbo il disait à l'époque, puis c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, là, vraiment. Là, ces gars-là, on dirait qu'ils ont tout de quoi prouver à leurs anciennes équipes. Puis là, c'est pas au moins on n'aura pas Yemelin d'en face, là, mais c'est le genre d'équipe vraiment là, que faut faire attention. Là. Puis je pense pas que ça va être une équipe qu'on peut considérer pour les playoffs là, d'ici la fin de l'année. Il y a des choses qui vont commencer à reprendre le cours des choses, là, d'après moi, là, parce que Vegas leur plan. C'est vraiment plus de tanker pour les prochaines années, puis d'accumuler plus de choix de repêchage, puis de faire des échanges le plus possible. Fait que ils ont quand même certains joueurs assez intéressants. Là, moi, des gars comme James Neal, je dirais pas non à ça, là, mais là, je dis ça juste de même, mais j'ai pas vraiment checké son contrat, puis qu'est-ce qui se passe pour les prochaines années, mais on a besoin de talent offensif, puis on peut pas non plus compter sur le fait que peut-être on peut signer John Tavares cet été, là, fait que on va se rendre là, on va en parler, mais qu'on se rende là. Mais ouais, overall, vraiment, fin de semaine, vraiment une bonne fin de semaine de sport, puis même le Rocket de Laval qui a gagné. Quand j'écoutais la game pendant que je faisais le premier podcast. Fait que j'espère que le Canadien cette semaine va avoir une bonne semaine. Ben là, c'est sûr que là, pour le match de ce soir, ça va être important d'avoir une bonne game à la maison puis d'être dans le nid des victoires le plus possible.
Qu'est-ce que c'est genre j'avais sur ma liste? Kyrie, c'est sûr que là, en ce moment, ça commence à devenir un peu inquiétant. Je veux dire, il semble avoir une petite blessure. Là. Il y a des trucs qui sortent dans les journaux, peu importe. Là, je veux pas rentrer dans les rumeurs, des affaires de même, mais bon, s'il y a une petite blessure, puis ça revient un peu comme ce qui est arrivé il y a 2 ans. Il faut faire vraiment attention. Là, puis on n'est pas pressé non plus. Là, si Lindgren puis Montoya Goldbain, ben, so be it. Là. Mais Carey, c'est un professionnel, puis c'est un top dans la ligue. Fait qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il va pas revirer ça de bord. Puis moi, d'après moi, je veux dire, je lis beaucoup de monde en ligne que c'est comme s'ils jouaient à leur Xbox, là, puis ils veulent faire des échanges, puis ci, puis ça, puis c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la ligue, puis faut être patient, là. C'est pas parce que un joueur a une mauvaise séquence qu'il faut absolument tout de suite le garocher aux poubelles ou l'envoyer à quelque part. Je veux dire, on l'a déjà fait ça avec Patrick Roy. Je vais vous donner un exemple. Puis là, il y a du monde qui vont me dire ouais, mais Patrick a gagné 2 coupes. Non, ouais, mais c'est pas la même époque, on s'entend. Puis Carey, il a pas eu nécessairement la même équipe devant lui, puis ci, puis ça. Mais en termes de gardien, le top de sa génération, les deux, c'est très comparable, on s'entend, dans un certain sens. Puis, je veux dire, on va. S'il vous plaît, là, commencez pas avec les histoires de trade, pis ci, pis ça, ça marche pas de même. Là, puis là, je sais qu'il y en a eu un gros trade en fin de semaine avec Matt Duchene, là, je vais en parler dans pas trop long. Puis là, bon, le Canadien est intéressant, Matt Duchene, mais ça nous aurait coûté les yeux de la tête. Là, ça aurait été l'enfer. Là, fait que, non, moi, l'échange de Matt Duchene, je suis juste un peu frustré qu'il est fini dans notre cours, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour revenir à Carey, là, vraiment, là, faites juste laissez les choses aller. Là. Le gars, c'est un pro, c'est un top dans la ligue. Puis il a son orgueil, puis il veut gagner à Montréal. Là. C'est pas pour rien qu'il a signé 8 ans ici. Puis c'est son but, lui, vraiment, c'est de gagner une coupe. Puis il a tout approuvé, justement. Là. Fait que moi, je m'inquiète vraiment pas avec ça. Je veux dire, il y a eu un mauvais début de saison. C'est vrai. Je veux dire, puis peu importe c'est quoi la raison. Le résultat il est là, puis moi d'après moi c'est pas en regardant juste son mauvais début de saison que là tout de suite on peut dire qu'Harry est fini. Je veux dire, ce gars-là, il y a eu des excellentes séquences, puis ça a été le leader du Canadien, c'était l'équipe, c'était le quand Carey était pas dans le net, ben on le disait, l'équipe c'est Carey, fait que c'est pas différent aujourd'hui dans un sens là. Mais c'est bon au moins que Lindgren et Montoya soient capables de garder le fort en attendant. Là. Mais j'espère que c'est pas trop grave là, parce qu'on dirait que c'est tout le temps au genou ou quelque chose comme ça. Là. J'ai entendu dire que pendant la game à Minnesota, je crois, il y a eu de la misère, là, Carey. Là. Il y avait il s'étirait puis des trucs comme ça. Là, fait que c'est un peu inquiétant là, de ce côté-là. Mais la saison est encore jeune, fait qu'on va espérer que c'est pas trop grave. Fait que ce soir, contre Vegas, à Montréal, puis je pense que ça va être Lindgren qui va être des nets. Je pense pas non plus qu'il va y avoir de gros changements sur le line-up du Canadien à soir. Fait qu'on devrait voir à peu près les mêmes lignes. D'ailleurs, j'ai même pas été checker ça, les lignes là, aujourd'hui. Puis en même temps, ben là, je peux parler un peu de l'échange à Matt Duchene parce que ça a été vraiment comme une bombe. Là. C'est vraiment comme le genre d'affaire qu'on voit très 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 rarement. Un joueur qui se fait échanger en plein milieu d'une game. C'était vraiment surréaliste à voir là, que tu vois Blake Comeau qui se blesse. Puis là, finalement, tu vois Matt Duchene qui se faufile en arrière de lui. Puis en tout cas, c'était assez bizarre. Puis c'était un peu prévu. Là. Je pense que ça fait au moins. Ça doit faire quasiment 2 ans là, que cet échange-là commence à se trotter, là, que Duchesne est sur le marché, puis ci, puis ça. Puis lui, il était pas de bonne humeur au début de l'année non plus de se ramasser au camp. Puis, tu sais, il l'a dit, Duchesne, là, c'est rien de personnel là, à Colorado, mais c'est juste où est-ce que l'organisation s'en va. Lui, il est arrivé là-bas, il s'est fait drafter par Colorado, qui était l'équipe de son enfance. Là. Vous irez voir sur Internet, il y a des photos de Matt Duchesne quand il était jeune avec des chandails de Patrick Roy, puis de Joe Sakic dans sa chambre, puis un chandail de l'Avalanche du Colorado. Fait que, il jouait pour l'équipe de son enfance. Puis, bon, l'Avalanche est encore en reconstruction depuis le temps qu'ils ont drafté McKinnon, puis Duchesne, puis tous ces bons joueurs-là. Fait que c'est pour ça que Duchesne, il voulait out. Son contrat arrive à échéance l'année prochaine.
Fait qu'il allait être agent libre anyway. Fait qu'il n'y avait aucune raison, lui, de rester là-bas. Il allait pas signer là-bas non plus. Fait que c'était écrit dans le ciel qu'il allait partir, mais là, on se disait tout, bon, ben là, Sakic, il commence à être. Il attend, mais là, il a bien fait d'attendre parce qu'il a quand même ramassé pas mal pour. On s'entend, là, je veux dire, c'est un échange à trois, on voit pas ça souvent non plus, fait que c'est vraiment comme une situation unique où t'as un joueur qui se fait sortir d'un match, qui se fait échanger en plein milieu du match. C'est un échange à trois. Puis en plus, les Sénateurs puis l'Avalanche jouent 2 games back-à-back en Suède en fin de semaine. Puis ça commence vendredi. Fait que c'est vraiment comme weird là, que tout ça soit arrivé un peu en même temps. En gros, là, vous avez probablement tout vu sur Internet, puis j'imagine qu'il y a certains médias qui voulont comme résumer un peu facilement, là, parce qu'il y avait énormément de noms puis de joueurs qui allaient un peu partout, mais c'est assez simple à comprendre. Matt Duchene s'en va à Ottawa, Carl Turris s'en va avec Nashville, puis Colorado ramasse tout le reste des choix de repêchage, les jeunes. Fait qu'Andrew Hammond, le Hamburglar qui s'en va à Colorado. T'as Bowers qui est le premier choix de repêchage de Ottawa l'année passée. Fait que c'est comme leur palling, si on veut. Puis bon, Ottawa a donné quand même Turris là-dedans. Il y a 2 prospects de Nashville là-dedans, qui sont quand même 2 très très hauts choix de repêchage. Puis on a trois choix, ben 3 pics, mais un de première, un de deuxième, puis un de troisième ronde qui s'en va à Colorado. Fait que Colorado ramasse un paquet de jeunes. Il ramasse à Nashville Samuel Girard, qui est un bon défenseur, puis un autre jeune joueur offensif, là, je me souviens plus de son nom, mais de ce que j'ai entendu, c'est un autre très très bon jeune aussi. Fait que Colorado, ça a l'air de rien, mais c'est sûr qu'ils n'ont rien. Ben, Samuel Girard va pouvoir jouer sur leur line-up, mais ils n'ont rien d'impact qui va influencer leur alignement présentement, mais ils ramassent beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup de profondeur, beaucoup de draft, puis c'est un peu ça que Joe Sakic voulait de toute manière. Fait que pour Colorado, ça fait du sens. Pour Nashville aussi, ça fait du sens parce que Nashville se cherchait un joueur de deuxième centre depuis que Mike Fisher a pris sa retraite. Fait que Carl Turris vient se placer parfaitement là en arrière de Ryan Johansson. Fait que c'est un bon match pour les Preds. Puis Ottawa, ben eux autres, ils cherchaient désespérément un joueur de centre dans un sens, parce que Matt Duchene peut jouer sa première ligne au centre. Il n'y a aucune question là-dessus. Fait que c'est un peu chiant à dire, mais on va l'avoir d'en face, Matt Duchene, je vous le dis tout de suite, là, parce que je pense qu'il est motivé à jouer à Ottawa pareil. Fait que ça, c'est pas trop bon pour nous autres dans notre division. Mais ouais, vraiment, je veux dire, on va voir dans une couple d'années comment ça va payer. Mais je pense pas que ça va être un échange comme à la Tyler Seguin, où que les Browns se sont ramassés avec Eriksson et un paquet d'autres gars, puis ils avaient pu une couple d'années après. Là, fait que on voit souvent, puis justement, je pense que Joe Morrow était dans cet échange-là de Tyler Seguin. Fait que des fois, on voit des échanges jusque. Bon, c'est un paquet de what if, puis de peut-être des joueurs, des prospects, des gars semi-établis dans la ligue pour un excellent talent offensif. Puis si je me souviens bien, il y avait la même affaire qui était arrivée avec Joe Thornton. Puis il y a souvent des transactions comme ça où dans une transaction, des fois, ce qu'on dit, c'est que c'est le meilleur joueur. C'est l'équipe qui ramasse le meilleur joueur souvent va gagner la transaction. Dans le sens que c'est pas parce que tu ramasses un paquet de joueurs de 2-3e ligne, puis des gars borderline ligue nationale ou des gars qui sont des bons prospects, que ça veut nécessairement dire que tu as gagné cet échange-là. Là. Je veux dire, souvent, un échange, on peut en juger quelques années plus tard, mais je veux dire, il y a des talents où il y a des noms des fois qui mentent pas, là, vraiment. Là, fait que je pense là c'est ça, je pense pas que ça va être une situation de même où que, dans une couple d'années on va regarder ça, on va dire aïe, quel mauvais échange de ces 3 équipes-là. Je pense que c'est juste logique pour tout le monde. Fait que ça fait bien du sens pour eux autres. Malheureusement, bon, les Canadiens, ben, d'après moi, c'est sûr que les Canadiens avaient des pourparlers pour Matt Duchene, mais écoutez, ça nous aurait coûté cher. Là, je veux dire, Carl Turris, je veux dire, c'est entre. Je sais pas si. Je pense quand même en ce moment, Galchenyuk, moi personnellement, vaut plus que Carl Turris, mais dans la ligue présentement, probablement que Carl Turris vaut plus que Galchenyuk. Fait déjà là, il aurait fallu qu'on donne Galchenyuk. Il aurait fallu qu'on donne Pauling, qui est notre choix de première ronde l'année passée, qui est un bon prospect. Puis, je veux dire, il aurait fallu qu'on donne un Mété.
Non, pas un mété, mais en tout cas, il aurait fallu qu'on donne beaucoup. Là. Il aurait fallu qu'on donne des choix notre choix de première, puis notre choix de troisième. Puis il aurait fallu qu'on donne comme un Lindgren ou un Foucali. Non, peut-être pas Lindgren, parce qu'Amin, il est quand même moins bon que Lindgren. Fait qu'Ottawa, ils ont donné Bowers, Amin, un premier, puis un troisième. Fait que, puis Tourist. Fait que ça aurait été comme Galchenyuk, mettons. Ça aurait été Foucali qui se compare à Amin, ça aurait été Pauling qui se compare à Bowers, puis t'aurais eu ton premier l'année prochaine, puis ton troisième l'année prochaine. Puis là, je sais que si le choix de première ronde d'Ottawa est dans le top 10, Ottawa garde son choix, puis ils vont donner leur choix de première ronde l'année d'après. Mais d'après moi, Ottawa vont faire les playoffs anyway, fait que ça vaut presque pas la peine d'en parler. Là. C'est vraiment plus s'il arrive une catastrophe avec les Sens. Euh, Fait que c'est quand même un échange qui a du sens là, pour toutes ces équipes-là, là, vraiment. Là, fait que on va voir. Là, il y a d'autres noms qui sortent là, sur le marché, là, comme des Evander King. Puis Galchenyuk est encore là, mais moi, comme je le disais, Galchenyuk, je le garderai à Montréal. Là, ça, c'est aucun doute là-dessus. Je vais finir ça avec. Ben là, c'est sûr qu'il y a la game à soir. Là, je checkais vite le line-up. Il n'y a pas de changement. Là. Drouin est encore avec Galchenyuk puis Lekonen. Dano avec Patch puis Shaw. Ça, j'aime cette ligne-là. Là. Vraiment, ces deux premières lignes-là, c'est notre top 6. Là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de questions là-dessus. Là. Ça fait du sens. Puis là, ben, il y a Byron, Plecky, Gallagher, que quand même, c'est une ligne que, tu sais, Plecky joue bien défensivement, Gallagher, c'est de l'énergie, puis Byron aussi. Puis là, ben, il y a Delarose, McCarron, puis Mitchell, que moi, personnellement, je les vois pas. En tout cas, je vois pas trop l'impact là-dessus. Là, Udon, il se pratiquait un matin, mais je pense pas qu'il va jouer aujourd'hui. Fait que, de toute façon, je le sais que si vous m'écoutez, vous êtes probablement tous des cracks, fait que vous allez savoir si... ils disent qu'on va prendre une décision avec Charles avant le match. Il a bien patiné ce matin. Fait que on va voir. J'espère qu'Udon va venir dans le line-up là, parce que c'est pas le genre de joueur que je veux voir en dehors. Mais s'il est blessé, c'est sûr qu'il faut qu'on prenne son temps des fois aussi. Là. Mettez Weber, Alzner Petrie, Morrow Ben. Fait que ça a bien été quand même. Fait que, puis je sais qu'à défense, comme que je disais tantôt, le Canadien joue, même à l'avant, le Canadien joue à 3 lignes puis à 2 paires de défense en ce moment. Fait que Claude Julien joue beaucoup avec ses combinaisons, surtout à défense, là, pour être capable de match-up les line-up l'autre bord. Les Golden Knights, quand même, je veux dire, ils ont quand même un pas pire line-up. Là, je veux dire, Marchessault, Perron, James Neal, Cody Eakin, c'est pas mauvais. Charles Belmont, Marc-Antoine Belmont, Charles Belmont. Ben, Marc-Antoine Belmont, c'est quand même pas. C'est pas piquer des verres non plus. Là, je veux dire, le gros problème, c'est vraiment leur gardien en ce moment. Là, ils jouent avec leur 4, 5, 6e goaler. Là, ça n'a aucun sens. Puis, bon, comme je disais, c'est une équipe de grinder. Tous ces gars-là, ils ont de quoi prouver. Puis, on dirait que ça connecte depuis le début de l'année pour les Golden Knights. Là, fait que vous allez voir leur gant blanc au Centre Bell à soir. Mais je prédis quand même une victoire du Canadien, là, d'après moi. Ça devrait. Si Lindgren sort une autre bonne performance, ça va garder. Parce qu'on dirait que le Canadien, depuis le début de l'année, ce qui arrive, c'est qu'ils pognent des. Ils s'endorment pendant le match. Là, ils jouent pas 60 minutes. Puis c'est là que ça leur fait mal. Fait qu'on a juste besoin que notre gardien soit là 60 minutes pour les garder dans la game, les garder réveillés pendant ces 5-10 minutes d'évasion un peu. Puis d'après moi, le Canadien devrait sortir avec une victoire à soir. Là. J'ai pas trop de misère à le croire, surtout parce que là, c'est sur une bonne séquence. Fait que c'est encourageant. Fait que, puis, en tout cas, pour des affaires de prédiction, des fois, je veux dire, je vais juste. Je vais dire, ah oui, les Canadiens vont gagner, mais en vous et moi, là, je veux dire, je vais jamais vouloir que les Canadiens perdent une game. Là, je vais peut-être avoir peur, comme la game des Hawks. Je vais me dire, elle va être dure celle-là, mais je vais tout le temps dire que les Canadiens vont gagner. Fait que c'est juste de même, je parle avec mon cœur. Fait que c'est juste comme ça. Mais ça devrait quand même être une bonne game. Puis là, c'est sûr que les Canadiens jouent 6 games à la maison. Mais je vais aller checker vite le calendrier parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes games là, qui s'en viennent sur le calendrier. Bon là c'est sûr le Minnesota prochain, mais là Vegas ce soir, Minnesota prochaine game, fait qu'on va pouvoir prendre notre revanche de la semaine passée. Buffalo, Columbus, Arizona, puis Toronto dans 2 semaines, ça va être un Hockey Night in Canada. Fait que c'est 6 games de suite à Montréal. Là. Je veux dire quand même, là, Buffalo puis Arizona, ça devrait être prenable. Ça là, Columbus, Minnesota puis Toronto, c'est quand même des bonnes games.
Fait que il va falloir qu'il travaille. Moi, c'est sûr que je vous présente tout ça sur Abstream, abstream.com, ou sinon aller sur le groupe. J'imagine de toute manière, vous suivez tout déjà pas mal ça. N'hésitez pas à partager les liens au monde. Je vous conseille de probablement peut-être juste partager abstream.com. Comme ça va être moins confus pour les gens parce que des fois, le lien YouTube change parce que, exemple, si le stream est down ou quelque chose qui arrive, il y a un problème technique. Fait que utilisez souvent abstream.com ou allez checker directement sur le groupe, vous allez tout voir ça. Puis moi, évidemment, je vais uploader tous mon podcast sur Abscast, la page de Abscast. Puis si vous aimez le concept un peu vite, moi, c'est sûr que je veux commencer à incorporer d'autres éléments. Je veux juste commencer à inviter du monde, qu'on commence à faire des après-matchs, des avant-matchs, des trucs comme ça, faire des Facebook Live. Puis ça serait cool que peut-être à un moment donné, justement, je commence à vraiment juste faire des séances, puis vous autres allez, mettons, sur le chat, quelque chose comme ça, justement, probablement après les matchs, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas mal là que tout le monde est, on dirait, actif sur le stream. Fait que je vais essayer peut-être de faire quelque chose éventuellement comme ça, mais donnez-moi votre feedback si vous avez des choses que vous voulez jaser. N'hésitez pas sur le groupe. Si vous avez des questions, si vous avez de la misère avec les dons, des trucs comme ça, là, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de m'envoyer de l'argent par Interac, puis les mots de passe marchaient pas, ou les gens se trompaient, ou mais c'est même moi des fois qui se trompais. Fait que écrivez-moi sur Facebook juste pour confirmer, puis moi en même temps je vais vous donner un remerciement, puis à toutes les fois que je reçois des dons, je vais le publier sur la page juste pour souligner un peu que vous contribuez. Puis le groupe commence à être de plus en plus actif, là, je veux dire, là, dans les dernières, la dernière game là, contre les Hawks, on était rendu à 2000 viewers. On a passé le cap des 1000 membres. Puis là, on est rendu à 1200 membres. Fait que ça l'a comme explosé. Là. Je veux dire, on l'a passé de 1000 à 1200 en le temps de le dire. Fait que je suis vraiment encouragé de voir que le monde se serve de mon stream. Puis encore une fois, j'ai des feedbacks de partout sur la planète. Puis du monde qui me remercie bien gros de leur sauver un paiement de câble. Fait que ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment, tu sais, je veux dire, comme je le disais, les dons, c'est juste vraiment volontaire. Je veux dire, je tiens vraiment pas à ça. Moi, je le fais pour le plaisir. Puis c'est la même chose avec le podcast. C'est qu'il y a 4 personnes qui m'écoutent ou 150, pour moi, c'est la même affaire. Je le fais pour le fun. Puis si vous êtes un crack comme moi, ben vous allez juste vous allez en manger, j'imagine, comme toutes les autres sources d'informations qu'il y a sur Internet. Parce qu'à cette heure, c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez tout repogner en rediffusion. 98.5 mon sang en ligne, 91.9 mon sang en ligne aussi. 91.9 c'est cool parce qu'ils montent toutes leurs émissions intégrales en ligne aussi. Puis TSN 690 ils ont toutes leurs entrevues à tous les jours en ligne. Fait que ça avec c'est vraiment cool. Fait que là, vous allez peut-être avoir une source de plus à écouter. Puis il y a tous les autres podcasts là, que je vais commencer à écouter ceux de RDS là, parce que justement, j'aime les podcasts. Fait que je vais en profiter. Fait que je vais écouter les autres émissions plus professionnelles et sérieuses, ceux qui sont payés pour le faire. Mais au moins, ça va me donner une idée de où ils sont techniquement, puis de me comparer peut-être un peu. À date, j'ai eu des bons feedbacks, là, pareil. Là, je veux dire, c'est sûr que des fois, c'est juste du monde qui disait hey, lâche pas, ça va bien. Mais je pense que j'ai eu de mes chums qui m'ont écrit, qui m'ont vraiment dit hey man, c'est un bon flow, puis des choses vont bien, puis tout. Fait que c'est encourageant. Puis là, c'est sûr que j'essaie de. Des fois, pas que je cherche mes mots, je cherche mes idées, mais c'est le genre de situation que c'est pas évident juste pas te filmer, mais t'enregistrer tout seul chez vous pendant 1 heure, puis essayer de trouver des sujets. Là, c'est sûr, là, aujourd'hui, je m'étais mis des notes, mais pour ceux qui écoutent un peu les podcasts, il y a Bill Burr, l'humoriste américain, qui lui fait son Monday Morning Podcast, puis c'est comme ça. Puis lui, évidemment, c'est un humoriste, puis il est un peu plus habitué à dire des conneries, fait que, mais c'est quand même son podcast, c'est quand même ça, c'est juste lui qui parle, puis il dit n'importe quoi, puis c'est vraiment comique. Fait que c'est un peu le même concept là, que pour l'instant que ce podcast est, où c'est 1 heure, puis c'est juste moi qui parle. Fait que, puis bon, évidemment, éventuellement, j'aimerais ça virer ça un peu plus en table ronde avec du monde que je connais, puis faire des petites émissions sur Skype, parce qu'évidemment, je vais être dans l'Ouest pour l'hiver. Puis en même temps aussi, ben juste si jamais vous avez écouté le combat du UFC puis vous aimez vraiment le UFC, Joe Rogan sur son podcast fait un Fight Companion ou un Fight Recap qu'il appelle, parce qu'évidemment c'est pas en direct. Quand ils font un Fight Companion, c'est parce qu'ils parlent d'un combat qu'ils écoutent à la télé live.
Mais le fight recap, dans le fond, c'est vraiment comme un après-match, un après-combat de la soirée du UFC en fin de semaine du UFC 217. Fait que c'est vraiment cool parce que Rogan, c'est une tête de UFC. Puis il est avec Brandon Schaub, qui est un ancien combattant du UFC aussi. Fait que les deux parlent pas mal de ce qui se passe, puis ils disent des conneries, puis c'est quand même easy going comme podcast. Fait que si vous voulez avoir un peu plus de inside là, sur ce qui se passe dans le monde du UFC, allez checker sur le Joe Rogan Experience, puis allez voir, il y a le Fight Recap qui est là. Il a sorti ça hier. Je l'ai écouté au complet, c'était vraiment, vraiment bon. C'est quand même assez long, on s'entend. Son podcast, c'est quand même de 2 à 3 heures, règle générale. Mais une fois que vous allez commencer à prendre le beat, vous allez voir, ça va passer assez vite. Fait que c'est ça pour cette semaine, ou en tout cas pour les prochains jours. Moi, c'est sûr que je vais continuer à en enregistrer d'autres podcasts environ 2 fois, peut-être 3 fois par semaine. Puis je vais essayer de mixer ça avec d'autres petits événements, là, style les Facebook Live, puis des trucs comme ça, ou essayer de faire des petites séances avec du monde là, pour jaser de ce qui est arrivé dans la semaine, là, parce que là, évidemment, moi, j'ai beau avoir des sujets, mais je suis un peu limité aussi au niveau des, au niveau des opinions, au niveau de mes sujets, fait que s'il y a du monde qui veut s'inviter au podcast, ben vous êtes invités, puis donnez-moi des nouvelles. Fait que c'est ça. On se reparle dans une couple de jours. Bon match ce soir, je mets tout ça sur le stream, fait qu'inquiétez-vous pas. Salut!